Ambassadeur, c'est un plaisir de vous avoir pour cette édition spéciale d'Africa Fait pendant les Atlantic Dialogues. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de l'Atlantique Sud. Alors, les Atlantic Dialogues, on essaye de parler de l'Atlantique, de parler de cet espace-là comme espace géopolitique, mais nos téléspectateurs, peut-être, ils n'ont pas vraiment cette idée de ce qu'est l'Atlantique et pourquoi l'Atlantique, ça fait partie de l'Afrique, et pourquoi l'Atlantique et surtout l'Atlantique Sud, c'est important pour l'Afrique et c'est important pour le Maroc. Donc vous, en tant qu'ambassadeur et représentant du Maroc à l'ONU, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi l'Atlantique Sud, c'est un enjeu pour le Maroc et pourquoi c'est un enjeu pour l'Afrique. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable plaisir, celui de vous dire combien je suis très heureux d'être dans votre studio, que je suis de loin de New York et je voudrais féliciter toute l'équipe qui veille sur le choix des thématiques, sur le choix des intervenants et également l'équipe technique qui nous maintient ce lien avec tout ce qui se passe d'actualité et de sujets pertinents qui nous intéressent et qui intéressent notre monde. Pourquoi l'Atlantique Sud ? Tout d'abord en tant qu'Africain, parce que je ne peux pas ne pas parler en tant qu'Africain. Comme vous le savez, l'Afrique, la façade occidentale de l'Afrique contient pratiquement 23 pays. Donc le destin, l'économie, la sécurité de 23 pays, c'est très important. Oui. C'est presque la moitié des pays africains. Et c'est également presque la moitié du PIB africain. Oui. Pourquoi l'Atlantique Sud? Parce que également l'Atlantique Sud, c'est une des voies maritimes les plus importantes, la plus fréquentée dans le monde. Pourquoi l'Atlantique Sud? Parce que également il y a au nord et au sud deux détroits qui sont stratégiques. Oui. Le détroit de Gibraltar et le détroit de Cap-Horn. Oui. Là, c'est des endroits stratégiques, des espaces stratégiques qui ont façonné l'histoire de l'Atlantique Sud et qui ont également façonné l'histoire de notre continent. Pourquoi l'Atlantique Sud? Également parce que nous sommes en face d'un autre continent, oui, qui est si loin, mais en même temps si proche. Quand on parle avec les populations d'origine africaine, même ceux qui sont d'origine européenne, en Amérique latine, ils sont fiers de ce lien, de ces racines avec le continent africain. Et d'ailleurs, la quinzaine de pays et îles des Caraïbes ont des origines afro-caribéennes, bien sûr. Voilà, et ils se considèrent comme la 6e région de l'Afrique. Oui. Donc pour eux, c'est une question d'identité. Bien sûr. Les Brésiliens sont très fiers. Oui. D'avoir ce lien avec pratiquement toute la façade orientale de l'Amérique latine, voire vers le continent. Et c'est très bien qu'on puisse se voir en face à face, de pouvoir dialoguer quand c'est possible et surtout réfléchir ensemble sur un destin commun pour faire de ce bassin, du Sud, un bassin qui, tout d'abord, nous réunit plus que nous divise. Oui. Et je suis très fier que le Maroc a été pionnier dans cette recherche de ce lien avec l'Atlantique Sud. Il y a eu la déclaration de Rabat. Il y a la déclaration de Rabat. Il y a eu l'initiative 2009. Oui. Il y a eu également la décision de Sa Majesté le Roi de réactiver cette structure des pays riverains de l'Atlantique, africains riverains de l'Atlantique, et pour lui donner un contenu en projet, en coopération, en partenariat, en assistance et surtout en espace de travail en commun. Mais si vous me permettez, c'est également le Maroc, notre lien avec l'Atlantique remonte à bien longtemps. Oui. Le premier traité concernant l'Atlantique a été signé entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, entre George Washington et le sultan. Là, c'était en 1777, oui. 77. Donc, c'est dire que le Maroc était conscient de l'importance stratégique de cette façade et surtout de son rôle, de son statut, et il l'a assumé en reconnaissant, étant le premier pays à reconnaître les États-Unis. Pourquoi le Maroc allait-il reconnaître un pays de l'autre côté? Parce qu'il a déjà perçu l'importance de cette nation qui venait de naître. Et il a déjà également reconnu l'importance de nouer avec ce pays ce lien qui est indéfectible. Et c'est un des traités les plus anciens que les États-Unis
n'ont jamais dénoncé. Oui. Donc, vous voyez, l'Atlantique Sud, il y a tellement de choses à dire, il y a beaucoup de livres à écrire. Bien sûr, il y a l'Atlantique Sud parce qu'il y a ce côté historique qui est un petit peu sombre de notre Atlantique, mais qui a fait également les États-Unis, qui a fait l'Amérique, c'est la traite des êtres humains. Oui. Mais c'est une page qui doit être écrite, qui doit être assumée, notamment par nos amis d'en face. Mais je suis sûr que les historiens sont en train de faire ce travail. Les Nations Unies ont déjà fait un travail de défrichage, mais il y a un dialogue franc et direct qui doit se faire. En fait, cette conversation, elle est très précieuse, non seulement pour les pays africains, mais aussi pour le Maroc, parce qu'on parle souvent de la Méditerranée, on parle souvent du Maroc en tant que pays africain, maghrébin, en tant que pays euro-méditerranéen, mais le Maroc, c'est aussi plus de 3500 km de côte atlantique. C'est un pays, comme vous avez dit, qui historiquement s'est tourné vers cet Atlantique et a considéré l'Atlantique plus comme un bassin, comme un fleuve qu'un horizon indépassable, et il a eu cette vision-là depuis le XVIIIe siècle. Donc effectivement, c'est très intéressant de faire ce travail-là, de conceptualisation de l'espace Atlantique Sud, et de faire comprendre à l'opinion publique et à nos téléspectateurs que le Maroc, c'est aussi un pays atlantique. Géopolitiquement, c'est un pays qui a une identité atlantique, avec beaucoup d'opportunités dont on parlera. Mais avant de parler des opportunités, je veux parler des risques. Alors, on a souvent parlé du Sahel. Vous avez parlé lors de votre intervention des disparités entre Atlantique Sud et Atlantique Nord en termes de richesse et en termes de production industrielle et de PIB. Il y a aussi la littoralisation de la menace terroriste au Sahel qui va vers les pays atlantiques. Pour le Maroc, il y a aussi des enjeux de sécurisation de son espace atlantique qui est extrêmement précieux. Donc moi, j'aimerais que vous nous donniez une analyse de ces risques-là. Comment aborder ces risques-là de terrorisme, de crimes transfrontaliers qui va vers le Sahel, vers le littoral, et comment sécuriser cet espace qui, on le verra, a des opportunités économiques fabuleuses. Il faut reconnaître que les risques sont énormes. Et il faut, à mon avis, qu'il y ait une prise de conscience. Nous sommes conscients de ces risques sécuritaires. Les pays riverains de l'Atlantique sont également conscients. Ce dont nous avons besoin, c'est une prise de conscience de nos partenaires occidentaux, que ce soit l'Amérique du Nord ou bien que ce soit les Européens, parce qu'apparemment, je ne dirais pas qu'ils minimisent, mais ils n'accordent pas suffisamment d'importance à ces risques. Oui. Bien sûr, nous avons constaté qu'il y a une poussée des groupes terroristes du Sahel vers l'Atlantique. Et effectivement, ils ont atteint l'Atlantique. Oui. Pour le moment, quelques opérations par-ci, par-là, mais pratiquement dans tous les pays, de 4 ou 5 pays de la façade atlantique. Et quand on voit la carte de l'Afrique, on voit que pratiquement c'est le ventre mou de l'Afrique. Oui, totalement. De la Somalie jusqu'au golfe de Guinée. Oui. Et ça représente un danger énorme. Pourquoi? Parce que le Maroc a été le premier à alerter sur la présence de Al-Qaïda, d'ISIS au Sahel, sur également la présence, l'infiltration de ces groupes terroristes à l'intérieur des pays côtiers. Et c'est la raison pour laquelle, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, nous avons intensifié notre coopération militaire avec ces pays, d'échange d'informations, d'assistance technique pour faire face, partage d'informations, pour faire face à ces attaques terroristes. Et si heureusement, ça donne d'excellents résultats. De l'autre côté, il ne faut pas minimiser non plus la piraterie maritime. Oui. Parce que il y a pratiquement le golfe de Guinée et au-delà, c'est le plus grand nombre d'attaques, ou plutôt d'actes de piratage sur la planète. Oui. Maintenant, c'est devenu une zone qui est presque insécurisée. Or, comme vous le savez, les bateaux qui soit descendent vers le Cap Horn, soit remontent vers l'Europe, qui ne passent pas par le canal de Suez. Eh ben, ils sont à risque. Ils sont vraiment, leur passage est devenu très risqué. C'est ça. Et si les attaques augmenteront, bien sûr, ça va impacter le coût du transport, ça va impacter le coût des assurances, et ça va toucher. Qui va être touché? C'est nos pays. C'est ça, l'attractivité de ces pays-là. Pratiquement,
plus personne n'oserait se rapprocher. D'où l'importance également de travailler à faire ensemble pour faire face à ces risques-là. Oui. Hier, j'ai fait la comparaison entre la réaction des Occidentaux lorsqu'il y avait les actes de piratage en mer, la mer Rouge et le Golfe de Guinée. La mer Rouge, il y a une mobilisation. Le Golfe de Guinée, c'est des assistances bilatérales de temps en temps, mais ce qui reste limité parce qu'on n'a pas encore appréhendé l'ampleur. Oui, on n'a pas pris la mesure de la menace. De la menace. Et c'est dommage. On ne va pas attendre jusqu'à ce que la navigation serait pratiquement perturbée pour qu'enfin on va envoyer quelques bateaux. Que demandent les Africains? Qu'on leur donne les moyens. On leur donne les moyens, des petites corvettes, des petits bateaux rapides avec des moyens équipés, qu'on leur donne les moyens également pour pouvoir surveiller leurs côtes. Exactement. Et qu'on leur donne les moyens également pour qu'ils puissent assumer leur propre sécurité. Oui. Ça manque malheureusement. L'autre, les menaces, il y a bien sûr, je ne dirais pas une menace, mais le problème qui se pose au niveau africain, c'est la route de la migration. Oui. C'est une menace pour la population elle-même. Parce qu'elle traverse. Il y a une montée de population pratiquement de toute la façade vers le nord. Et le Maroc est un point de passage, un point d'accueil. De destination, que de transit, de passage, comme vous dites. Et là également, c'est un sujet qui pose un problème économique, qui pose un problème sécuritaire, qui pose également un problème de développement. Bien sûr. Parce qu'on prive ces pays, les petits villages qui se vident. Exactement. Parce qu'on n'a pas réussi à donner des petits projets à rendement rapide, on n'a pas pu réussir à les fixer dans leur propre pays ou des petits jobs. Ça. Voilà, donc à part ça, il y a l'impact de changement climatique sur ces pays. Et cet impact pose également un problème sécuritaire parce qu'il y a une paupérisation de la population. La question des réfugiés climatiques aussi qui peut se greffer à tous ces risques. Et venir. C'est les transferts ou plutôt déplacement de ces populations. Et qui dit déplacement de ces populations d'une région à une autre, à l'intérieur du pays, ou bien en traversant les frontières. En traversant les frontières, c'est déjà un problème. Des frontières qui sont déjà très poreuses dans ces zones-là. Et là, c'est dans ces mouvements ou ces flux migratoires ou de réfugiés que des extrémistes violents, que les terroristes recrutent malheureusement pour mener leurs activités néfastes. Donc, il y a le dernier élément de menace, c'est la criminalité transfrontière. Trafic des êtres humains, trafic des petites armes, de drogue, de médicaments. L'Afrique de l'Ouest est la zone où il y a le plus grand nombre de trafics de petites armes. Et qui dit petites armes, dit criminalité, dit attaque armée, dit également kidnapping et participation avec les terroristes. Il y a l'autre, bien sûr, un fléau qui date depuis longtemps, c'est le passage des trafiquants de drogue qui vient de l'Amérique centrale, ou bien l'Amérique du Sud, et qui profitent de la pauvreté des îles qui sont en face de... et de l'absence de l'État dans certaines zones. L'absence de l'État, les ports qui ne sont pas bien contrôlés, la misère, et également qui profitent de la porosité, comme vous avez si bien dit, des frontières qui s'infiltrent. D'un côté, la drogue nous touche, nous, en premier. Secondo, ça se forme chez nous des cartels qui travaillent en étroite collaboration. Et après, ça traverse nos frontières et ça remonte vers le nord. Vous voyez, il y a autant d'enjeux, je ne dirais pas des enjeux, mais des menaces, de périls, de problèmes qui, en quelque sorte, qui nécessitent handicapent le développement de ces pays. Et d'où l'initiative du Maroc de faire de cette façade atlantique une façade de coopération, et d'opportunité, et d'échange et de partenariat pour le développement durable de notre justement, c'est ma dernière question. On a parlé des risques.
Là, je veux parler des opportunités, parce que cet Atlantique-là, on parle d'économie bleue, on parle de découverte offshore, on parle du gisement Grande Tortue de gaz qui a été découvert entre la Mauritanie et le Sénégal et qui va être bientôt exploité. Il y a la question de l'économie bleue, de l'économie halieutique, de l'exploitation de l'éolien en mer. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'océans qui peuvent, dans le futur, représenter le développement de ces nations-là. Et je crois que le Maroc en est conscient, que plusieurs des pays des représentants des pays qu'on a entendus, qui ont la chance, comme le Maroc, d'avoir une façade atlantique, qui parlent de ces opportunités-là au niveau du littoral. Ma dernière question, en tant qu'ambassadeur et représentant du Maroc à l'ONU, qu'est-ce qu'on devrait faire pour capitaliser sur ces opportunités et qu'est-ce qu'on devrait faire pour militer pour que la communauté internationale voit en cette façade Atlantique Sud une zone d'opportunité plutôt qu'une zone à risque? Le premier acte à faire, c'est l'appropriation politique de cette façade. Totalement. C'est le sentiment d'appartenir à une façade qui peut être bénéfique pour le développement de l'ensemble, pas d'un seul pays, mais de l'ensemble des 23 ou 24 pays de notre continent. Secondo, c'est de trouver les voies et moyens de coopérer ensemble pour faire face à tous ces défis, aux menaces dont vous avez parlé. Parce qu'aucun pays n'est capable de faire face à tous ces dangers tout seul. D'où l'importance de créer un partenariat multiforme qui puisse aborder pas seulement les aspects sécuritaires, mais les aspects également de pêcherie, d'aspects d'agriculture, changement climatique, exploitation des ressources gazières, pétrolières, minières. Maintenant, on parle, on fasse pratiquement le plateau continental, de minerais rares qui sont très précieuses. Bien sûr, les terres rares pour les nouvelles technologies, les batteries, etc. Voilà. S'il y a une coopération, on peut toujours trouver les moyens de les exploiter ou du moins être ensemble pour discuter avec le Nord pour le transfert de technologies, pour trouver des financements et pour faire en sorte que tous les ports de la façade atlantique soient sécurisés et bien exploités. Soient sécurisés, soient reliés, soient directement connectés et qu'il y ait également une facilitation du commerce. Oui. Entre les différents pays. Entre ces ports. C'est comme si faire en sorte que les ports soient ouverts pour les pays africains. L'initiative du Maroc contient pratiquement ou reprend toutes ces idées qui sont des idées, je ne dirais pas novatrices, mais qui sont ambitieuses. Oui. Il y a un autre aspect qui est très important, plutôt deux aspects qui sont à la portée de la coopération de ces pays, qui est très importante et très urgente, c'est lutter contre la pollution. Oui. Ça, c'est important. Et le Maroc a une expérience dans la lutte contre la pollution. Il y a une pollution parce que au nord, par exemple, quand il y a des bateaux qui dégazent, il y a une surveillance, il y a des avions radars et les surveillent. Oui. Mais sur nos côtes, il n'y a personne. Bien sûr. Il y en a même qui viennent d'autres côtes pour dégazer dans les côtes Atlantique Sud et repartir. Et ça a un impact sur la biodiversité de nos océans. Primo. Tout à fait. Secondo, lutter contre la pêche illégale. Là, il y a un espace qu'il faut remplir afin que les pays, même des bateaux européens qui pêchent illégalement ou bien qui utilisent des moyens qui sont interdits. Là, on peut trouver également les moyens pour travailler ensemble. Troisièmement, c'est la protection du littoral, parce que avec les changements climatiques, l'eau de l'océan augmente et c'est le littoral qui est agressé par les vagues, c'est des petits budgets pour préserver en quelque sorte. C'est des actions très concrètes, monsieur l'ambassadeur. Et qui peuvent bénéficier directement aux populations. L'autre action, c'est aider à construire des petits villages de pêche, comme nous avons réussi. Nous avons commencé par des petits villages. Maintenant, on a une industrie halieutique qui est florissante, qui nous permet d'exporter partout dans le monde. Eh bien, on peut aider les autres pays parce que reproduire l'expérience. La zone Atlantique Ouest, sur le littoral, est la zone la plus poissonneuse du Maroc, de Tanger, jusqu'à pratiquement la Cap Horn. Et pourquoi ne pas également créer une structure qui puisse permettre à tous ces pays de travailler ensemble, préserver leurs ressources. Vous avez parlé de l'économie bleue,
Maintenant, l'économie bleue, je ne dirais pas à la mode, mais c'est imposé. Oui. D'où l'importance de la réunion de Lisbonne, c'était au mois de juillet dernier, qui a pratiquement adopté une feuille de route pour une coopération des pays, pas seulement les pays côtiers, mais même également les pays qui profitent de l'économie bleue parce que, indirectement. Qui dit développement durable, dit développement solidaire. Et le Maroc a une expérience, une tradition de solidarité surtout. Il est un des pays les plus actifs qui promeut la coopération sud-sud. Et nous l'avons montré en Afrique grâce aux dizaines de voyages de Sa Majesté Lancelot sur le continent africain. Et dernier point, c'est le gazoduc. Nigeria, Maroc. Bien sûr. Ça, tout d'abord, c'est pas pour exporter vers l'Europe, mais c'est pour irriguer les économies des pays africains. La quinzaine de pays. Imaginez tous ces pays qui vont bénéficier d'une énergie pas chère et accessible. À la possibilité de tout le monde. Et je conclurai en citant, il y avait un responsable hier, un intervenant qui disait qu'on sait qu'il y a de l'eau, donc c'est plus profond. Mais on n'a pas d'énergie pour le faire remonter. Imaginez que maintenant, on peut faire avec des pompes, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des plaques solaires ou bien qui peut avoir du pétrole. Mais avec le gaz, ils vont pouvoir exploiter, pomper l'eau, irriguer et faire des zones arables, etc. Leur terre agricole. Donc les opportunités sont énormes. Même dans le domaine de la négociation, aussi bien à la FAO, à Rome, que lors des discussions de l'agenda 2030 à New York ou bien l'agenda 2063 au niveau de l'Union africaine. Les pays limitrophes de l'Atlantique peuvent être une force d'initiative, de proposition, mais surtout montrer qu'il y a une communauté qui est là, agissante et qui veut travailler ensemble parce que ça concerne notre continent et ça concerne notre destin et notre avenir. Merci ambassadeur, c'est une très belle conclusion pour notre discussion et c'était un plaisir de pouvoir vous entendre sur ce sujet. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Merci. Et je vous souhaite bon courage. Merci. Au revoir. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma, et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Afrique Café.